Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro d'Enjeux majeurs consacré aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Lors de cette émission, nous allons tenter de vous fournir des clés pour mieux comprendre les enjeux de ces élections, mais aussi découvrir les points chauds, les communes qu'il faudra sans doute surveiller de plus près. Pour cela, nous avons découpé le département en 5 grandes zones, le quart nord-est autour des Herbiers, le quart nord-ouest où l'on retrouve notamment Challans et Noirmoutier, le sud Vendée avec notamment Fontenay-le-Comte et Luçon, l'ouest du département et le bassin des Sables-d'Olonne, et puis la Roche-sur-Yon et son agglomération. Sur ce plateau, les journalistes de la rédaction de TV Vendée vont se succéder pour vous parler des élections municipales sur ces territoires. Mais avant cela, quelques points de rappel sur le fonctionnement de ce scrutin. Il s'agit d'un scrutin proportionnel de liste paritaire à 2 tours avec prime majoritaire. C'est l'exact intitulé. Premier tour le 15 mars, deuxième tour le 22 mars. Pour l'emporter au premier tour, il faut qu'une liste obtienne la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans ce cas, 50% des sièges du conseil municipal sont attribués à la liste vainqueur. Les 50% restants sont répartis entre les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages, y compris la liste arrivée en tête. S'il n'y a pas de majorité absolue au premier tour, eh bien pour se maintenir au second tour, il faut obtenir au moins 10% des suffrages exprimés. Il est ensuite possible de fusionner avec une ou des listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages. Après le vote, la répartition des sièges se fait de la même manière qu'en cas de victoire au premier tour. La moitié est attribuée à la liste arrivée en tête. L'autre moitié est répartie proportionnellement entre les listes en fonction du résultat obtenu. Quelques chiffres concernant la Vendée à présent. Sur les 253 communes du département, il y en a 3 où 5 listes se présentent: La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne et Fontenay-le-Comte. 4 communes où l'on retrouve 4 listes: Challans, l'Aiguillon-sur-Vie, Luçon et Rive-de-Lyon. 8 communes avec 3 listes de candidats, 69 communes avec 2 listes et puis 169 communes où l'on ne retrouve qu'une seule liste, soit 66,8% des communes vendéennes. À savoir qu'au niveau national, on en est à 68%. Mais à noter que la répartition est assez inégale pour ces listes uniques sur le département. C'est le cas dans 75,6% des communes de l'arrondissement de La Roche-sur-Yon, 71,1% dans l'arrondissement de Fontenay-le-Comte, mais dans l'arrondissement des Sables-d'Olonne, 50,7% des communes, donc un tout petit peu plus que la moitié, n'ont qu'une liste qui se présente. Il est temps maintenant de débuter notre tour de Vendée des municipales 2026 et nous nous intéressons tout d'abord au sud Vendée. Le Sud Vendée, avec vous, Simon Philippot. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. En effet, direction donc le Sud Vendée, un territoire qui correspond en grande partie à l'arrondissement de Fontenay-le-Comte et qui regroupe environ 140 000 habitants. Un territoire qui est structuré autour de 2 pôles majeurs, 2 villes importantes, Luçon et Fontenay-le-Comte. Mais c'est avant tout un territoire encore rural et agricole, confronté à un vieillissement important de sa population. Plus d'un tiers des habitants y ont plus de 60 ans. Et cela a un impact direct, Aurélien, sur l'un des grands sujets de cette campagne, celle de l'accès aux soins. À titre d'exemple, dans le bassin de Fontenay-Vendée, qui compte environ 36 000 habitants, 3 000 personnes n'ont pas de médecin traitant, soit 1 habitant sur 10, un chiffre qui donc illustre cette tension médicale. Et dans les semaines qui ont précédé à cette émission, nous nous sommes rendus dans différentes communes lors des jours de marché pour donner la parole aux habitants et leur demander quelles étaient selon eux les priorités de ces élections municipales. Et je vous propose d'écouter quelques habitants que l'on a rencontrés sur les marchés de Benay et de Jars-sur-Mer. Comme tout le monde, notre principale préoccupation pour l'instant, c'est le service médical. C'est-à-dire l'aide des médecins, les déserts médicaux comme on appelle. En Vendée, même à Jars, on a du mal à trouver des médecins. Et ma principale préoccupation, c'est comment on vit ensemble. C'est quand même l'essence du local. Donc c'est l'organisation de l'espace et le partage de l'espace public, notamment par exemple sur la voirie, entre piétons, cyclistes, automobilistes. On voit quand même des comportements quelquefois un peu limites dans le partage de l'espace public. Peut-être le côté social, rapprocher les gens. Voilà, ça me semble primordial. C'est grand temps, il y en a besoin. Et les marchés, par exemple, en seule occasion, mais il faudrait développer toutes les structures, peut-être encourager les assos, voilà. La santé, avec les problèmes Voilà, on le sait, les déserts médicaux, c'est de plus en plus long pour avoir un rendez-vous, tout le monde le sait.
Alors, les thématiques les plus importantes pour moi, ce serait surtout l'emploi jeune ou moins jeune. Nous, on s'aperçoit quand même pas mal dans tout ce qui est l'artisanat, producteurs, artisans. Enfin, on s'aperçoit quand même qu'on a du mal soit à recruter. La motivation, mais ça, c'est propre à chaque personne. La sécurité, écoutez, on est quand même en campagne, donc pour nous, sur la commune de Benay, tout se passe plutôt bien. Je veux dire, on n'est encore pas trop touché par tout ce qui concerne la sécurité, les incivilités, enfin des choses comme ça. Donc voilà. Alors on l'a entendu, parmi les sujets abordés, l'économie, l'emploi, justement. Qu'en est-il des questions économiques et de l'emploi sur ce territoire, Simon? Eh bien, d'un point de vue économique, le Sud-Vendée reste un territoire dynamique, mais néanmoins fragile. Le taux de chômage est de 6,7% à Luçon et également à Fontenay-le-Comte, alors que la moyenne du département est de 5,7%. Et lors de la crise de 2008, Luçon avait même atteint 10,2% de taux de chômage. Il y a donc eu du chemin de parcouru. La majorité des emplois dans le Sud-Vendée se trouvent dans le commerce, le transport ou les services, bien avant l'industrie. Et l'agriculture y tient toujours une place importante, avec plus de 10% des emplois du territoire. Un territoire qui a d'ailleurs été marqué par la fermeture des laiteries de Maizet en mars dernier et celle de Mareuil-sur-Lay d'Issey en 2023. Et récemment, en janvier dernier, dans la même commune, c'est la manufacture du lait située sur l'ancien site de cette laiterie de Mareuil-sur-Lay d'Issey et qui produisait les yaourts Le Petit Vendéen qui a fermé ses portes. Enfin, en février dernier, Aurélien, le Sud-Vendée a été particulièrement marqué par les fortes pluies et leurs conséquences. Un territoire qui, on le rappelle, est traversé par plusieurs cours d'eau, le Lay, la Vendée ou encore la Sèvre niortaise. Et les secteurs de Mareuil-sur-Lay d'Issey, Vix, Danvix ou encore l'île d'Elle ont été particulièrement impactés. Alors, dans le cadre de ces élections municipales, on va se concentrer sur deux villes. On va regarder donc la carte avec ce qu'on appelle les points chauds. Et donc, sans surprise, on va s'intéresser à Fontenay-le-Comte et Luçon. Commençons par la ville de Luçon, Simon, et la présentation des candidats qui se présentent. Un mot rapide d'abord sur la ville avant de vous présenter donc les candidats pour Luçon, une ville qui compte 9450 habitants et les retraités y représentent 33% de la population. On compte 193 seniors pour 100 jeunes, illustration de ce vieillissement de la population que nous avons abordé il y a quelques instants. Les priorités évoquées durant la campagne à Luçon sont plutôt claires. On retrouve bien sûr la santé, la sécurité, le cadre de vie et la dynamisation du centre-ville. 4 listes sont donc en lice pour cette élection municipale à Luçon. Mais avant de vous les présenter, je vous propose d'écouter les 4 têtes de liste. Je me présente pour un second mandat pour simple motivation, c'est-à-dire que vouloir poursuivre ce qu'on a fait pour la ville avec une équipe renouvelée pour 50%, avec une moyenne d'âge de 54 ans, des élus très expérimentés qui sont bien sûr toujours dans mon entourage et puis de nouvelles personnes avec des compétences, vous verrez, qui sont extraordinaires. Et puis surtout donc axés sur bien sûr les priorités, le bien-être, le bien-vivre, la santé et la sécurité, avec un budget adapté donc de 22 500 000 €. Fort de l'expérience de mes 6 années en tant qu'élu municipal et communautaire, j'ai créé la liste Aimer vivre à Luçon avec 30 colistiers. Et nous avons pour projet de refaire battre le cœur de notre ville en agissant sur la revégétalisation, la propreté, les mobilités douces, la voirie, l'accès aux soins, le logement également et le bien vivre ensemble, c'est-à-dire sport, culture et social. Nous sommes la seule liste à proposer un projet chiffré et réaliste à 21 millions d'euros. Mon ambition pour Luçon est claire, remettre le bien vivre et la proximité au cœur de chaque quartier. Fort de mon expérience municipale, je m'engage à 100% pour une gestion plus juste et plus efficace de notre ville. Notre priorité, c'est de redonner de l'attractivité à Luçon, de soutenir nos commerces et de garantir des espaces publics entretenus. Avec mon équipe sans étiquette, nous apportons un regard neuf et une énergie concrète. Ensemble, tournons la page pour construire un Luçon dynamique, fier. L'équipe municipale est en place depuis 31 ans. Nous souhaitons l'alternance. Un certain nombre de projets nous tiennent à cœur. La sécurité, la vidéoprotection dans la cité, c'est très important. La propreté de la ville, les trottoirs, les voiries qui sont à l'abandon,
où les gens se plaignent tous les jours des risques de chute. Il y a la zone des Guiffettes, 45 hectares de bases de loisirs abandonnés depuis 2015. C'est quand même un vrai sujet. La motte aux dames pour les enfants, ça a été abandonné aussi depuis 20 ans. Il y a besoin de rénover, de relancer des projets éducatifs. Nous venons donc d'écouter les 4 têtes de liste pour la ville de Luçon. Un mot d'abord sur chacun et sur chacune de ces listes. D'abord Dominique Bonin, candidat pour la liste Luçon Ensemble Demain, la liste d'hiver droite. Dominique Bonin est le maire sortant. Il mise donc sur la continuité des projets déjà engagés. Durant sa campagne, il a défendu notamment 4 axes majeurs, la sécurité, la santé, le cadre de vie et le centre-ville. Il est élu depuis 2001, d'abord comme adjoint avant de devenir maire en 2020. Face à lui, Jean-René Thomas pour la liste Luçon en action, liste d'hiver. Jean-René Thomas, alors est certes la tête de liste, mais il se présente en binôme avec Stéphane Remeau. Les 2 hommes se connaissent depuis longtemps à travers leur engagement associatif et ont donc souhaité proposer une liste citoyenne très diverse avec 2 têtes. Ils ont axé leur campagne sur l'enfance, la jeunesse et le social et ont déjà annoncé vouloir réaliser un audit des finances en cas de victoire. Autre candidat, Arnaud Bouget pour la liste Aimer vivre Luçon, liste d'hiver gauche. Arnaud Bouget met lui en avant la revitalisation du territoire luçonnais, la transition écologique et la co-construction avec les habitants. Il était déjà candidat en 2020 et siégeait jusqu'à maintenant dans l'opposition. Dernier candidat en lice, Denis Lesage pour la liste Réussir Ensemble Luçon, liste d'hiver centre. Denis Lesage insiste lui sur une gestion différente et une équipe transversale. Il faut dire qu'il est l'ancien adjoint en charge de l'urbanisme du maire sortant, Dominique Bonin. Les 2 hommes se sont brouillés à la suite de différentes divergences sur la gestion de la ville, notamment sur les questions budgétaires et les projets d'aménagement du territoire. Denis Lesage a donc été démis de ses fonctions d'adjoint en 2023 et siégeait depuis dans l'opposition. C'est un candidat expérimenté, déjà conseiller municipal de 2014 à 2020 aux côtés de l'ancien maire Pierre-Guy Perrier, puis adjoint donc de 2020 à 2023. Donc on l'a compris, situation un peu particulière à Luçon, ce qui confirme que ce sera une ville qu'il faudra suivre de près lors de ces élections municipales. On se tourne maintenant vers Fontenay-le-Comte, que l'on peut qualifier de commune stratégique, et vous allez nous expliquer pourquoi, Simon. Effectivement, Aurélien, c'est la grande ville du sud Vendée, un peu plus de 14 000 habitants, une ville qui a basculé de gauche à droite en 2014. Et l'un des principaux enjeux de cette campagne à Fontenay-le-Comte concerne le social et notamment l'évolution des revenus. En effet, Fontenay-le-Comte fait partie des villes du département où le revenu moyen par habitant est l'un des plus bas de Vendée. 50% des habitants y vivent avec moins de 1 787 € par mois, les 10% les plus pauvres avec moins de 984 €. Fontenay-le-Comte joue un rôle aussi de centralité administrative pour le sud Vendée. C'est l'ancienne ville-préfecture et l'actuelle sous-préfecture. Le maire qui sera donc élu aura une influence bien au-delà des frontières communales et il aura un défi majeur, donner l'envie aux jeunes de rester vivre à Fontenay-le-Comte. Les questions donc de formation supérieure, d'urbanisme et de mobilité sont donc au cœur de cette campagne. Les autres grandes thématiques sont assez similaires avec celles de Luçon, la santé, la sécurité, mais aussi le logement et l'emploi. Et donc à Fontenay-le-Comte, 5 listes, 5 candidats au siège de maire, et vous allez nous les présenter. Effectivement, 5 listes. On commence avec la plus jeune des candidates, Charlotte Gittel, pour la liste unie pour Fontenay. Charlotte Gittel est donc la plus jeune, âgée de 21 ans, candidate pour le Rassemblement national, dont elle est la déléguée départementale. Plutôt discrète durant cette campagne, on l'a peu vue dans les médias. Militante au sein du RN depuis un peu plus de 3 ans, elle était auparavant responsable des jeunes du Rassemblement national dans le département des Deux-Sèvres. Face à elle, on retrouve William Gerbilenos, Union de la gauche écologique, dont il se présente, âgé lui aussi de 23 ans, un jeune candidat également. Il a été désigné candidat à la suite d'une élection sans candidat au sein de l'association pour une alternative citoyenne et écologique qui prône donc un fonctionnement très collaboratif. Il souhaite notamment, en cas de victoire, organiser un référendum municipal d'initiative citoyenne et veut également développer les transports en commun à l'échelle intercommunale. Autre candidat, Hugues Fourage pour la liste Vivre Fontenay, autrement liste d'hiver gauche. Ancien député socialiste de 2012 à 2017, Hugues Fourage fut maire de Fontenay-le-Comte de 2008 à 2014. Battu cette même année par Jean-Michel Dallaire, la ville basculait alors à droite. Depuis, Hugues Fourage siégeait au sein de l'opposition au conseil municipal. Il a pris l'engagement de ne pas briguer
un autre mandat si jamais il venait à être élu lors de ces élections municipales. Ludovic Haugbon, maintenant, liste Fontenay au cœur, liste d'hiver droite. La santé est sa priorité durant cette campagne. Il est le maire sortant, élu pour la première fois en 2020. Il avait alors succédé à Jean-Michel Lalère, dont il était le premier adjoint. Maire, président de la communauté de communes et également conseiller régional au sein de la majorité. Il souhaite poursuivre les chantiers engagés, notamment la rénovation du centre-ville, avec une liste renouvelée à 40% pour ce prochain mandat. Dernière candidate, Dominique Verhaeghe-Griaut, liste Fontenay, la voix du terrain, liste divers centres. Dominique Verhaeghe-Griaut était déjà candidate aussi en 2020, investie à l'époque par La République En Marche, aujourd'hui Renaissance. Elle siégeait jusqu'à présent dans l'opposition et se présente avec une liste sans étiquette cette fois-ci. Elle souhaite notamment poursuivre elle aussi la rénovation du centre-ville, tout en misant sur une sobriété budgétaire nécessaire. Alors, on a parlé de ces deux grandes villes du sud, Vendée, Luçon et Fontenay-le-Comte, avec 4 candidats à Luçon, 5 candidats à Fontenay-le-Comte. Mais il y a d'autres zones de ce territoire qui ont retenu votre attention, Simon. Effectivement, notamment une commune. Il s'agit de Rives-d'Autise. Le maire sortant, Michel Bossard, 70 ans, y a choisi de ne pas se représenter. C'est une grande figure de la politique du sud Vendée, élu pour la première fois conseiller municipal en 1983, puis maire de Nieul-sur-l'Autise en 2000 et enfin élu maire de la commune nouvelle de Rives-d'Autise en 2020, qui regroupe donc Nieul-sur-l'Autise et Oulme. Il était également, jusqu'à présent, le président de la communauté de communes Rives-d'Autise, Vendée-Sèvres-Autise, Il met donc fin, en 2026, à 43 ans d'engagement politique. Merci beaucoup, Simon. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le sud Vendée. On passe maintenant au territoire suivant, l'ouest vendéen. Et pour parler de l'ouest vendéen et en particulier du bassin des Sables d'Olonne, Jeanne Bell nous a rejoint. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Aurélien. Alors on va parler logement, mais aussi santé. Ce sont des enjeux importants pour ce territoire, notamment aux Sables d'Olonne. Effectivement, dans cette partie de la Vendée, déjà, on repère une sous-préfecture, les Sables d'Olonne, qui compte 5 listes. Le maire sortant, Nicolas Chénéchaud, avec les Sables au cœur, Anthony Bourget, Sablé, Céline Tesson, responsable, Adrien Mogino, tête de liste du parti RN Rassemblement pour les Sables, et Philippe Comte, cap sur l'honnêteté et la transparence. C'est le plus grand nombre de listes dans une ville de Vendée avec La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte. Dans ces candidatures, on note une majorité de listes issues de la droite avec 2 listes d'hiver droite, une liste RN, une liste d'hiver gauche et une liste centre. Sur le reste du littoral ouest vendéen, les communes avoisinantes sont plus petites, avec moins d'habitants, et on tourne généralement autour d'une ou 2 listes. Plus concrètement, on compte 36 communes avec une seule liste, telles que Sainte-Flève-des-Loups, Saint-Hilaire-la-Forêt ou La Chapelle-Hermier. Ces 36 communes représentent la moitié des communes de cet arrondissement. Alors si on se concentre sur les Sables d'Olonne, quels sont les principaux enjeux que l'on peut retenir pour ces municipales ? Eh bien, le premier enjeu dont nous allons parler est bien sûr celui du logement, puisque les Sables d'Olonne fait partie des communes françaises classées en zone tendue, c'est-à-dire que la demande de logement est supérieure à l'offre. En effet, en 2022, l'INSEE comptait déjà plus d'1 tiers de résidences secondaires pour 2 tiers de résidences principales dans l'agglomération des Sables. Le problème est d'autant plus marqué quand on s'intéresse aux Sables centre. 3,5% des logements de l'agglomération sont vacants. Face à cette situation tendue, les candidats ont tous leurs propres propositions, créer une zone périurbaine, amplifier le plan loué à l'année déjà mis en place par la mairie, ou encore la rénovation et la régulation des logements secondaires. Nous sommes allés à la rencontre des têtes de liste. Voici leurs réponses. Il faut régler la situation sur plusieurs mesures. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première, il faut solutionner avec toutes les prochaines constructions neuves exclusivement la résidence principale. Il faut arrêter la construction pour la résidence secondaire. Il faut aussi reprendre le contrôle sur certains secteurs où on a des zones qui sont à 70% de résidences secondaires. Idéalement, il faudrait qu'on puisse dire 50% de résidences principales sur certains secteurs. Notre ville est attractive. Donc la demande sera toujours plus forte que l'offre. On ne pourra pas réduire ces tensions. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est absolument intervenir là où le marché ne suffit plus. C'est le rôle de la collectivité. Et donc en priorité, loger ceux qui nous font vivre et qui nous manquent le plus, les jeunes et les familles. C'est ça notre principal objectif aujourd'hui à travers notre candidature.
Pour faire baisser la pression, 3 leviers possibles. Donc en 1, réguler les meublés touristiques via les nouveaux outils de la loi Le Meur. En 2, remettre les logements vacants en location avec un guichet unique pour prendre contact avec les propriétaires, la remise en travaux et puis en location. Et en 3, donc produire du logement abordable, prioritairement sur des friches pour éviter l'étalement urbain. Durant la précédente mandature, nous avons pu lancer un plan loué à l'année qui a permis de convertir 2300 logements qui étaient en résidence secondaire et qui sont devenus en résidence principale. Et ce plan, nous allons le développer sur le prochain mandat avec notamment la garantie des emprunts pour les jeunes qui voudront accéder à la propriété. Et nous aurons l'occasion d'ici 2028 de livrer 250 logements abordables dans tous les quartiers. En raison de l'attractivité et de la situation formidable qui est celle d'un bord de mer, nous avons des problèmes. Ces problèmes, nous nous proposons de les résoudre pour l'accessibilité pour les jeunes, pour les familles, pour les primo-accédants, et tout ceci en créant des zones périurbaines pour rendre plus accessible le prix du logement. Ces zones seront desservies par des navettes gratuites à tout point de ville. Alors on l'a bien compris, le logement est un thème très important dans les programmes des différents candidats, mais quels sont les autres grands enjeux, les enjeux majeurs, pour reprendre le nom de cette émission ? Et bien sûr, les programmes des nombreux candidats, d'autres sujets reviennent régulièrement, tels que la sécurité, la santé ou encore le retour à l'ordre dans les finances locales. Concernant ce volet financier qui préoccupe les Sablais, d'autant plus après la création de grands projets comme l'Arena, l'élu délégué aux finances Didier Jégu expliquait lors d'un conseil municipal en novembre dernier que l'encours de la dette était de 80 millions d'euros en 2024 sur la ville des Sables et qu'il s'établit désormais à 115 millions d'euros. Mais le plus impressionnant reste le montant de la dette de l'agglomération qui a été multiplié par 2,5 entre 2022 et 2025. Alors, pour certains candidats, le désendettement de la ville est une priorité pour améliorer la liberté financière ou encore éviter les hausses d'impôts. Alors parmi les thèmes que vous avez énumérés il y a quelques instants, vous avez parlé de sécurité et là aussi c'est un autre enjeu important au Sables-d'Olonne. Et oui, la sécurité est l'une des préoccupations principales des habitants des Sables-d'Olonne et des Français en général pour ces élections. La municipalité en place avait déjà fait de la sécurité une priorité avec un nouveau commissariat de police, l'installation de nombreuses caméras et de bornes d'appel d'urgence un peu partout dans la ville. Pour Nicolas Sénéchault, maire sortant sous l'étiquette d'hiver droite, l'idée est de continuer ce travail, de renforcer les effectifs et les systèmes de vidéoprotection. Anthony Bourget, lui, d'hiver droite, voit déjà une ville sûre, mais veut tout de même continuer l'effort en maintenant le commissariat du centre-ville et en recrutant des policiers municipaux. Pour d'autres, comme le candidat RN Adrien Mogino, la situation de la ville est alarmante. Pour lui, il faut agir pour éviter le déclin sécuritaire observé dans d'autres grandes communes. Il cite Nantes ou encore La Rochelle. Céline Tesson, tête de liste de la gauche, veut ouvrir une maison de la tranquillité avec notamment un accueil sans rendez-vous, de la médiation de voisinage ou encore de l'aide aux victimes. Et le candidat Philippe Comte pointe quant à lui une situation préoccupante et souhaite une réorganisation avec des ASVP davantage déployés pour la surveillance et moins pour la verbalisation. Alors il y a un thème qui revient régulièrement un peu partout dans le département, c'est la santé. Et évidemment, au Sables-d'Olonne et dans l'Ouest vendéen, c'est aussi un thème majeur. Et oui, alors si on compare avec le reste du département, l'agglomération des Sables-d'Olonne reste un lieu où beaucoup de personnes disposent déjà d'un médecin traitant. Seulement 6,7% des patients consommant n'ont pas de médecin traitant, contre plus de 10% à l'échelle du département. Mais dans l'agglomération des Sables-d'Olonne, on remarque que la population des plus de 65 ans est plus nombreuse que sur le reste du département. Et donc ça fait de la santé un enjeu majeur du territoire. Et donc nous avons interviewé les candidats à ce sujet. Aujourd'hui, nous avons la chance au Sables-d'Olonne d'avoir un hôpital. Moi, je crois, et c'est une mesure que je veux expliquer aujourd'hui, que nous pouvons former davantage les infirmiers et infirmières, notamment en pratique avancée. En fait, c'est simple, aujourd'hui, les médecins font tout. Demain, nous pouvons les soulager en formant donc ces infirmiers et infirmières en pratique avancée, ce qui permettrait, par exemple, de faire des points de suture, de gérer les maladies chroniques. C'est autant d'actes simples qui, demain, pourraient délester les médecins
et donc faciliter leur accès. Véritable problème, une nouvelle fois, sur le secteur de la santé. Il faut aujourd'hui proposer une solution alternative. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui marchent, je pense notamment à la commune de Sainte-Foy qui est dans l'agglomération, qui a été en capacité de monter une équipe de santé, de médecins salariés par la commune. Et donc c'est une alternative à toutes les offres de possibilités de médecins sur notre commune. La solution serait de créer un centre de santé municipal, donc avec des médecins salariés, des généralistes et des spécialistes. L'idée donc c'est d'ouvrir plus de consultations effectivement, l'articuler avec les médecins qui sont déjà en place, donc avec la communauté professionnelle territoriale de santé. On pourrait ainsi désaturer les urgences et puis donc remettre les médecins là où il en manque. La ville des Sables-d'Olonne est attractive en matière de santé puisque nous avons des réseaux et j'ai pu mettre en place grâce au département des connexions avec les syndicats nationaux des internes en médecine générale ou en médecine de spécialité. Donc nous avons un rajeunissement assez net de l'offre médicale aux Sables-d'Olonne que nous allons continuer à développer en continuant d'accueillir, de loger ces internes et de pouvoir leur permettre de s'installer aux Sables-d'Olonne. J'ai consulté beaucoup de personnes, de professionnels de santé, et la situation au Sable est évidemment préoccupante. Les mesures qui ont été prises sont insuffisantes. Je me propose, avec toute notre équipe, de créer des médecins salariés, ce qui permettra d'avoir un médecin référent pour l'ensemble des habitants de la ville, sans entrer en concurrence, bien évidemment, avec les médecins de ville ou la médecine hospitalière. Alors, concernant ce territoire de l'Ouest vendéen, on s'est longuement attardé sur la ville des Sables-d'Olonne, bien sûr, la ville principale, mais sur tout ce territoire Ouest Vendée. Jeanne, est-ce qu'il y a une ou plusieurs autres communes qui, selon vous, méritent qu'on s'y attarde ? Eh bien oui, on peut parler par exemple de Talmont-Saint-Hilaire. Dans cette ville, 2 listes sont en opposition, donc celle du maire sortant Maxence de Rugy avec Du Cœur à l'Action et la liste Talmont Autrement menée par Françoise Ferrand-de-Molf en binôme avec Patrick Génu. Sur ce territoire, ce sont surtout des grands projets en cours qui font débat. On peut parler de la restructuration du site du port de Bourgenais et aussi de la création d'un surf park qui a entre autres été au cœur de plusieurs manifestations avec le collectif Assez de vagues. Nous étions allés les rencontrer durant une manifestation en octobre. Ils avaient rassemblé près de 400 personnes. Sur le reste du territoire, on notera que le maire sortant des Achards, Michel Vallat, ne se représente pas et c'est sa première adjointe, Linda Provost, qui présentera la liste Les Achards Terre d'énergie. Face à elle, Sylvain Monniot-Beaumont présentera demain les Achards sous l'étiquette Divers Droite, composée d'un tiers d'élus et d'anciens élus. Merci beaucoup, Jeanne. On va passer maintenant au 3e territoire vendéen de cette émission Enjeux majeurs. C'est le Nord-Ouest vendéen. Un nouveau territoire et de nouveaux enjeux. On part désormais dans le Nord-Ouest vendéen avec ces points chauds qui s'affichent sur cette carte. Des points chauds que vous avez choisi d'aborder avec nous, Florian Bosniak. Oui Aurélien, en effet, un territoire du Nord-Ouest Vendée au visage multiple, comme vous avez pu le voir sur cette carte. Tout d'abord, on retrouve dans le bas-bocage la communauté de communes Vie et Boulogne, avant de remonter vers le Marais breton et le secteur de Chalangois et l'île de Noirmoutier, une région du Nord-Ouest Vendée où le littoral aurélien a bien évidemment toute sa place, de la Barre de Mont à Brême-sur-Mer en passant par Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou encore Bretignolles. Nous y reviendrons dans un second temps. Alors le premier point chaud du Nord-Ouest Vendée, c'est bien évidemment la commune de Chaland, la 3e ville la plus peuplée du département avec environ 23 000 habitants. Et vous êtes allé à la rencontre des 4 têtes de liste pour connaître leurs priorités. Tout à fait Aurélien, je vous propose sans plus attendre d'écouter justement ces 4 têtes de liste sur la thématique qui cristallise les débats depuis plusieurs mois sur la commune, la question d'un éventuel nouvel hôpital à Chaland. La Vendée s'est engagée à nous proposer un nouvel hôpital sur Chaland. Nous sommes donc en faveur de soutenir l'implantation de ce nouvel hôpital, mais également d'être proactifs dans la recherche de personnels médicaux et paramédicaux, hospitaliers
et dans le milieu privé. Pour répondre à la demande des Chalandais. Nous le savons, la Vendée est un désert médical et donc il est impératif pour nous d'avoir des propositions phares pour attirer les professionnels de santé. Nous souhaitons d'abord avoir une information claire et transparente sur l'hôpital actuel, les services qui pourraient être touchés et surtout on se préoccupe du bien-être des professionnels de santé et des patients. Donc nous sommes pour des services hospitaliers neufs parce qu'effectivement les conditions de travail actuellement sont difficiles, mais nous pensons aussi qu'il faut être plus nuancé et les réponses ne sont pas binaires. Nous regardons par exemple s'il y a des services qu'on doit conserver sur place, par exemple la psychiatrie. On propose un hôpital neuf en proximité de Challans, sur le site de la Romazière, proximité immédiate pour des conditions de travail, pour sécuriser les services de l'hôpital et qu'ils ne soient pas décentralisés sur La Roche-sur-Yon. On a conscience qu'un plateau technique dans lequel les praticiens de premier recours ont confiance, c'est aussi de l'attractivité pour les professionnels de santé libéraux, pour les médecins traitants, parce qu'on a aussi diagnostiqué qu'il y avait plein de personnes sur Challans qui n'avaient pas de médecins traitants. Donc le but, c'est rendre le territoire attractif pour les médecins traitants, et donc un hôpital neuf, c'est aussi de la confiance pour les médecins traitants. Je vais me battre pour avoir un hôpital neuf, bien évidemment, avec le directeur, sur site ou en dehors du site, peu importe. Ce qu'il faut surtout, c'est préserver un hôpital et un équipement hospitalier d'importance sur le Nord-Ouest. Et il ne faut pas oublier que le centre hospitalier du Nord-Ouest Vendée, il est rattaché au groupe hospitalier territorial vendéen. Et donc nous sommes rattachés, bien évidemment, au CHD, mais également avec l'hôpital des Sables, l'hôpital de Fontenay, l'hôpital de Noirmoutier, l'hôpital de Luçon, de Montaigu, etc. Donc le tout se fait dans un programme d'investissement immobilier au niveau du groupement hospitalier territorial vendéen. Et vous pouvez retrouver dès à présent sur TV Vendée les projets des 4 candidats sur la question cette fois-ci de la sécurité à Challans. Alors 4 candidats que nous venons de voir à l'image, et la particularité de ces élections municipales à Challans, c'est que parmi ces candidats figure le maire sortant et son premier adjoint. Oui, en effet, Simon Philippot, vous parlez tout à l'heure d'un adjoint qui avait été démis de ses fonctions et qui se représente. Là, en effet, c'est un scénario plutôt rare, vous en conviendrez, Aurélien, où Rémi Pascreau, le maire actuel de Challans, tête de liste Challans, votre avenir, notre élan, devra se défaire donc de 3 adversaires s'il veut briguer un nouveau mandat. Adversaires que sont, vous le voyez à l'écran, la tête de liste RN Marie-Amélie Annereau, Karine Gillard, d'Hiver Gauche, mais surtout Rémi Pascreau fait face à son premier adjoint, Alexandre Huvet. Ce dernier est à la tête de la liste Challans en grand et est accompagné de plusieurs adjoints du conseil municipal sortant comme Sébastien Lelanic et Jacques Cosquet. Alors comment en est-on arrivé à un tel scénario à Challans ? Vous l'avez peut-être compris, l'un des sujets majeurs de cette campagne est la question de la construction d'un nouvel hôpital à Challans. Et si Alexandre Huvet promeut avec ferveur le projet de nouvel hôpital, le maire sortant, lui, n'est pas contre, mais reste plus prudent sur la faisabilité d'un tel projet de construction d'un nouveau bâtiment, en expliquant par exemple que tous les pouvoirs décisionnaires sur une question comme celle-là n'est pas dans les mains uniquement de la commune. Alors, point de divergence sur cette question de l'hôpital, mais ce n'est pas le seul point de divergence entre Rémi Pascreau et Alexandre Huvet. Oui, il est vrai que si certains projets au niveau communal sont sensiblement proches sur des thématiques comme la sécurité ou le logement, c'est peut-être à une autre échelle que s'est créée cette fracture entre Rémi Pascreau et Alexandre Huvet, Aurélien, celle du conseil communautaire. Car en effet, il est possible que les deux hommes n'aient pas tout à fait la même ligne directrice quant à la gestion de la communauté de communes Challangois et le rôle de la commune de Challans dans cette dernière. Et on précise qu'Alexandre Huvet est président de la communauté de communes Challangois. Tout à fait, exactement. C'est donc peut-être cela qui a ainsi scellé leur rupture. Pour rappel, la commune de Challans se voit octroyer 20 sièges sur les 40 de conseillers communautaires. Un avantage donc très important en vue de la présidence de la communauté de communes. Alors, évidemment, on suivra de près ces élections municipales à Challans. Vous vous trouverez d'ailleurs à Challans lors de ces soirées électorales pour donner la parole aux candidats à l'issue des résultats du premier et du second tour. Mais Challans, ce n'est pas le seul point chaud dans ce territoire du nord-ouest vendéen que vous avez choisi d'aborder avec nous, Florian. On va prendre maintenant la direction de Noirmoutier en Lille. Où le maire sortant, Yann Bala, n'a pas souhaité briguer
et de second mandat. Il avait annoncé avoir réalisé, je cite, presque l'intégralité de son projet, de son programme, sans avoir d'ambition politique particulière. Ce sont donc 2 listes qui vont s'affronter à Noirmoutier en Lille et je vous propose donc de commencer par écouter les 2 têtes de liste sur la question de l'environnement. On l'a vécu ces derniers jours, mais c'est récurrent désormais. Tout ce qui a trait au risque d'inondation pluviale. Il faut adapter notre territoire, il faut développer une brigade de surveillance, renforcer nos missions autour de l'entretien, autour de la gestion et protocoler autour de la gestion du pluvial lorsqu'il y a l'annonce de gros abats d'eau. Et puis retravailler également à la fois à la parcelle pour mieux tamponner nos stocks d'eau qui s'écoulent rapidement vers le domaine public. Et puis l'autre élément, c'est aussi travailler à une réfection de notre réseau pluvial pour mieux le calibrer par rapport aux fortes pluviométries qu'on constate désormais. Au niveau de la gestion du pluvial, des énormes choses ont été faites depuis la tempête Kirk, avec des budgets qui ont été alloués pour restaurer l'ensemble du réseau hydraulique. Donc ça, on va continuer, on va s'attacher à continuer à identifier les points qui sont encore sensibles, parce qu'il faut aussi être humble par rapport à ça. C'est qu'il y a énormément de choses qui ont été faites et il en reste encore à faire. Donc il faut impérativement qu'on identifie les points qui sont encore des points de blocage, qu'on connaît déjà plus ou moins, et on va mettre les budgets qu'il faut pour défendre notre territoire et surtout aussi protéger nos citoyens. C'est un devoir que l'on a et c'est quelque chose qui va être très important dès le début du mandat. Et tout comme pour Chaland, vous pouvez retrouver également dès à présent sur tvvendée.fr les projets de ces 2 candidats concernant la question du logement sur la commune. Et Noirmoutier en Lille et plus globalement la communauté de communes ont connu quelques remous politiques ces derniers mois, avec notamment la condamnation du président Fabien Gabory. Oui, tout à fait. Fabien Gabory a été condamné par le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne en février dernier à 2 ans d'inéligibilité dans une affaire privée, toujours en attente de son audience en appel. Il a cependant fait savoir qu'il n'excluait pas un retour à la vie politique dans le futur. Alors, présentez-nous un peu plus en détail ces 2 candidats au siège de maire de Noirmoutier en Lille, Florian. Eh bien, il s'agit tout d'abord de Jean-Michel Pinel, chef d'entreprise retraité de 62 ans, qui pourra compter à ses côtés sur Manuela Rabalan. C'est la première adjointe de la municipalité sortante qu'il a beaucoup présentée comme sa binôme. Il est à la tête de la liste Noirmoutier L'Avenir avec vous, au sein de laquelle sont associés plusieurs adjoints de l'équipe sortante, comme Martine Racinet, adjointe aux ressources humaines, ou encore Christophe Dossy, adjoint aux activités maritimes et portuaires. Et face à la liste de Jean-Michel Pinel, on retrouve une liste menée par un homme que les Noirmoutrins connaissent bien. Oui, il s'agit de l'ancien maire de la commune. Entre 2008 et 2020, Noël Fauché, battu aux dernières élections municipales par la liste de Yann Bala, qu'il avait emporté avec un peu plus de 500 votes d'avance. Il est cette année à la tête de la liste engagée pour Noirmoutier. Alors, plusieurs thématiques importantes à Noirmoutier et sa communauté de communes, comme la santé, même si sa maison de santé vient de fêter ses 10 ans. Près de 8% des Noirmoutrins sont toujours sans médecin traitant, selon l'assurance maladie. Un enjeu économique également sur le prochain mandat, celui de pérenniser le tissu d'entreprise sur l'île et proposer un bon accueil aux saisonniers sur le territoire. Pour rappel, Aurélien, la commune compte plus de 5400 résidences secondaires ou logements occasionnels contre un peu moins de 2400 résidences principales. Enfin, la question de la protection du littoral est un sujet important au cœur des 2 listes, tout comme la capacité à faire face aux dérèglements climatiques. Et alors, il y a la question du péage du pont de Noirmoutier qui a souvent été au cœur des débats ces derniers mois, ces dernières années. Est-il possible qu'il voit le jour lors du prochain mandat? Le département de la Vendée, Aurélien, on va être clair, propriétaire de l'ouvrage, a été clair sur la question. Pas de péage ou d'écotaxe pour venir contrebalancer la surfréquentation de l'île, une décision qui n'avait d'ailleurs pas été reçue positivement par la municipalité sortante. Allez, on quitte Noirmoutier en Lille pour s'intéresser à une autre commune. On parlait il y a quelques instants de poursuites judiciaires. Eh bien, le maire d'une autre commune du nord-ouest Vendée a été concerné. Oui, il s'agit en effet du maire sortant de la Garnache, François Petit. Ce dernier ne briguera
pas de troisième mandat, pourtant candidat à sa succession. Initialement, il a annoncé début février sur sa page Facebook qu'il se retirait de la course. Le maire garnachois a été condamné lui aussi en première instance dans une affaire privée. Même s'il a fait appel, il a jugé que la perception de sa condamnation pouvait être difficile à porter pour la liste sortante de l'équipe en place. C'est donc la première adjointe, Corinne Vrignot, qui a été choisie pour porter la liste pour vous et avec vous. Face à elle, la liste Nous, les Garnachois, menée par Stéphane Rouillon. Pour terminer avec ce territoire du nord-ouest vendéen, quelques informations sur d'autres communes. Oui, en effet, à noter 2 communes où 4 listes s'affrontent au premier tour, celle de Chaland donc, mais également la commune de l'Aiguillon-sur-Vie, où les quelques 1800 électeurs auront également le choix entre 4 listes. Enfin, nous parlions tout à l'heure d'anciens maires qui souhaitent faire leur retour Aurélien. C'est le cas de Christophe Chabot, maire de Bretignolles-sur-Mer entre 2001 et 2020, qui avait ouvert la porte à son adjoint au sport, Frédéric Fouquet, l'actuel maire de la commune. Il fera face à la liste menée par Claude Villain pour Bretignolles. Merci beaucoup Florian Wozniak. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le nord-ouest vendée. On passe au territoire suivant, le nord-est vendéen. Un bocage de tradition face aux défis de son attractivité. C'est ainsi que l'on pourrait présenter ce territoire où l'on retrouve les Herbiers, Montaigu-Vendée, Mortagne-sur-Sèvre, les Essarts, Pouzauges, Chantonnay, mais aussi le Puy-du-Fou et ses 3 millions de visiteurs en 2025. Le Puy-du-Fou situé sur la commune des Épaisses. C'est un territoire contrasté entre zone rurale et zone urbaine. On retrouve des communes qui jouent un rôle de pôles économiques majeurs comme les Herbiers ou Montaigu-Vendée, mais une large partie du territoire présente une ruralité structurelle avec des villages, des bourgs, des petites villes et une densité faible à moyenne. C'est un secteur où l'on parle souvent de revitalisation des centres-bourgs, ce qui a été le cas par exemple à Beaurepaire récemment. On parle de nouveaux commerces, de services de proximité, de nouveaux espaces ou d'espaces réaménagés. Cela dans le but de faire vivre le centre-bourg, de maintenir du lien social et de projeter la commune dans l'avenir. Selon une analyse de l'INSEE, dans ces zones rurales ou périurbaines, l'accès aux soins, l'emploi et la démographie sont également des thèmes importants. Nous nous sommes rendus à Mortagne-sur-Sèvre un jour de marché pour tendre notre micro à quelques habitants et leur demander quels étaient selon eux les dossiers que leur futur maire devra traiter en priorité. Pouvoir vendre nos produits de façon normale, d'acheter les produits, nous en tant que citoyens, d'une façon normale, qu'on ne soit pas boycottés et que les produits étrangers, on n'en veut pas, nous. Et acheter des produits bio. Qu'on continue à améliorer notre petite cité de caractère. On a un très beau cadre de vie et pourvu que ça dure, quoi. Pour moi, le commerce, il y a des commerces qui manquent. Les commerces font vivre également la ville, quoi. La sécurité, on laisse les gens agresser les autres et les bons, en fait, on ne laisse pas la liberté à la police, à la gendarmerie, de faire leur travail correctement. Maîtriser les dépenses, d'autant plus qu'il y a de moins en moins de dotations de l'État ou d'aides autres. Maîtriser les dépenses et oui, qu'il y ait une bonne gestion. Voilà. Alors vous l'avez entendu, sécurité, commerce, gestion des finances, cadre de vie, mais aussi des sujets plus généraux qui n'entrent pas forcément dans les compétences du maire sont abordés. Autre enjeu majeur dans ce secteur nord-est de la Vendée, l'accès aux soins. Nous sommes sur un territoire où l'accessibilité à un médecin généraliste varie entre 2 et 3 médecins pour 10 000 habitants. Attirer des professionnels de santé et soutenir les maisons médicales dans les zones rurales sont donc des sujets importants dans cette campagne électorale. Comme je le disais précédemment, certaines villes du nord-est vendéen jouent des rôles de pivot au niveau économique. Montaigu-Vendée, les Herbiers, on peut également citer les Essarts. Elles concentrent les zones d'activité, les projets structurants et l'emploi. Alors comment se présentent les prochaines élections municipales dans ces villes ? Eh bien aux Essarts, commune d'environ 7000 habitants, une seule liste se présente, celle de la maire sortante Caroline Gilbert. Du côté de Montaigu-Vendée, qui rassemble plus de 21 000 habitants, on retrouve seulement 2 listes. La liste d'hiver droite du maire sortant Florent Limousin, Montaigu-Vendée, une ambition partagée. Le doute planait sur la capacité de réunir 43 noms dans une deuxième liste. Eh bien, une semaine seulement avant la clôture des dépôts de candidature, Paul Brochard a pu constituer une liste d'hiver gauche intitulée Montaigu-Vendée, Ensemble et Autrement.
Aux Herbiers, là aussi, seulement 2 listes se présentent dans cette ville d'environ 17 000 habitants. Le maire sortant, Christophe Hogarth, qui on le rappelle avait succédé à Véronique Besse lorsqu'elle a été élue députée, se représente à la tête de la liste d'hiver droite Les Herbiers, l'esprit d'équipe, dans laquelle la moitié des candidats n'est pas issue de la majorité sortante. Face à lui, Tanguy Sachot, conseiller municipal d'opposition, représente la liste d'hiver gauche Décidons ensemble. Christophe Hogarth défend la continuité, la maîtrise budgétaire et la stabilité des projets. Son programme s'articule sur 3 axes, l'identité, l'innovation et l'environnement. Et il se développe avec plusieurs enjeux majeurs tels que le sport, les espaces publics pouvant accueillir de grands rassemblements, la voirie, l'aménagement du quartier de la gare ou encore le retour du train. Tanguy Sachot met davantage l'accent sur les politiques sociales, la transition écologique et la participation citoyenne. L'une de ses priorités est de combler le manque de médecins et de créer une maison de santé municipale. Il défend différentes valeurs telles que la démocratie participative, l'écologie et la solidarité. Vous pouvez retrouver ces 2 candidats en interview sur notre site tvvendée.fr. Ils présentent notamment leurs positions et leurs projets sur le dossier de la santé. On termine ce focus sur le nord-est vendéen en évoquant 2 autres communes. Pouzauges tout d'abord, où la maire sortante Michèle Devanne ne se représente pas. On retrouvera 2 listes avec Jean-Claude Marchand, actuel premier adjoint, à la tête de la liste d'hiver centre rassemblée pour Pouzauges, et Didier Dolé, conseiller municipal qui s'était déjà présenté en tête de liste en 2020. Il est à la tête de la liste d'hiver droite Vivre Pouzauges. Et puis à Chantonnay, Isabelle Moinet se représente pour un second mandat à la tête de la liste d'hiver droite Chantonnay. L'avenir s'écrit ensemble. Elle sera opposée à Pascal Maté, candidat de la liste d'hiver gauche Chantonnay, terre de solidarité. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le nord-est vendéen. On va maintenant passer au 5e et dernier territoire de cette émission Enjeu majeur. C'est celui de La Roche-sur-Yon et de son agglomération. Alors nous voici maintenant dans le centre Vendée, La Roche-sur-Yon et sa agglomération. Ces élections municipales sont un scrutin décisif pour l'avenir de la capitale vendéenne. Bonsoir Louise Viadger. Bonsoir Aurélien. Vous allez nous développer dans quelques instants les principaux enjeux de ces élections à La Roche-sur-Yon et dans l'agglomération lyonnaise. Mais avant cela, je vous propose d'écouter quelques habitants lyonnais. Nous leur avons tendu le micro un jeudi matin au marché des Halles. La place de la Vieille-Horloge, qu'elle soit rénovée parce que c'est délabré. Ça se délabre tous les jours. Hein. C'est pas beau. Ça fait 11 ans que nous sommes dans le quartier. Et moi, ce que je vois par rapport, par exemple, à la place Napoléon qui a été changée ou par exemple au nouveau commerce qui ouvrent, voilà, moi j'aime bien sortir, aller voir des fois au restaurant. On voit que voilà, c'est assez dynamique et moi c'est ce que je vois actuellement sur ça. Après, les projets futurs, je n'en ai pas forcément conscience. Bon, au niveau de la circulation, il y a le problème des gens qui font du vélo, de la trottinette, puis les voitures, puis les piétons. Si tout le monde respectait le code de la route, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Voilà, là-bas, c'est tout. Pour moi, c'est ça. C'est le respect du code de la route, avant tout. Disons qu'ils s'occupent un peu plus des quartiers en dehors du Patagone. Puis il y a toujours le problème des médecins. Il n'y a pas qu'à La Roche-sur-Yon. Regardez, moi, j'ai 82 ans, moi, déjà. Ma femme, pareil, elle ne conduit pas. Il faut qu'on aille se faire soigner à la Ferrière. Enfin, notre médecin traitant est à la Ferrière. Voilà, donc on a entendu quelques avis d'habitants lyonnais au marché des Halles. Plusieurs sujets sont abordés, mais lesquels ont particulièrement retenu votre attention, Louise ? On vient de l'entendre, il y a la mobilité et la santé, des thèmes que je vais développer juste après. Mais lors des discussions hors caméra, il est beaucoup revenu le dynamisme du centre-ville et la fermeture des commerces. Alors par exemple, si on zoome sur la carte, dans le périmètre élargi du Pentagone, à la mi-avril 2025, le taux de vacances commerciales représentait à peu près 9,5% selon nos confrères de Ouest France. Un chiffre à relativiser puisque nous sommes en dessous de la moyenne nationale qui est de 10,6%. Alors avant d'aller un peu plus dans le détail, quelques chiffres importants qui permettent de mieux comprendre les enjeux sur cette ville-préfecture. La Roche-sur-Yon compte près de 55 000 habitants, selon les chiffres de l'INSEE et le recensement de 2023. Toujours selon l'INSEE, le niveau de vie médian mensuel se situe à 1 859 €. Là, c'est un chiffre aussi de 2022 et toujours selon l'INSEE. Au niveau des tendances politiques, quelle est l'histoire récente de La Roche-sur-Yon, Louise ? Eh bien, la commune a été dirigée pendant 37 ans par le Parti socialiste.
En 2014, à la surprise générale, c'est Luc Boire qui a remporté l'élection. Il était sous l'étiquette des Républicains. Il a brigué un second mandat en mars 2020. Il a rejoint depuis le parti d'Édouard Philippe Horizon. Et il se représente cette année en 2026. Alors cette année, sur ce scrutin, La Roche-sur-Yon va-t-elle rester à droite ou bien revenir à gauche ? Eh bien, je laisse cette question en suspens puisque au-delà des appartenances politiques, l'enjeu de ce scrutin local, ce sont aussi des thématiques qui vous concernent au quotidien. Ça peut être le vieillissement de la population, l'éducation, les sports, la jeunesse ou la mobilité, pour n'en citer que quelques-unes. 2 candidats tête de liste sortent du lot dans ce scrutin. Luc Boire en liste d'hiver droite, on vient d'en parler, et Romain Bossis qui représente un bloc de gauche. Il y a également 3 outsiders, on peut dire. Anita Chariot en liste d'hiver gauche qui représente le parti qui est issu du Parti communiste. Gilles Robin en d'hiver gauche issu de lutte ouvrière. Freddy Roy qui représente la liste d'Union à l'extrême droite. Ce dernier appartient donc à l'Union des droites républicaines, un parti soutenu par le Rassemblement national. Je vous propose de vous familiariser avec ces 5 noms, ces 5 têtes. En regardant cet extrait, ils ont tous répondu à la même question que je leur ai posée. Quelle est votre priorité dans l'élaboration du budget municipal ? Notre première priorité, ce sera dès le printemps de mettre en place un audit indépendant des finances publiques locales. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un certain nombre de dérapages budgétaires ces dernières années avec le projet des Halles, le projet de l'hôtel de ville. Et donc on souhaite réorienter le budget de la ville vers le quotidien des habitants, vers leurs besoins, sur les maisons de quartier, l'entretien des écoles, la rue, les voiries qui sont parfois délaissées, bref, l'utile plutôt que le futile. Eh bien, nous sommes dans le quartier de l'Angelmière parce qu'il illustre parfaitement ce que nous voulons faire des budgets qui viennent à La Roche-sur-Yon. Tout d'abord, les écoles, avec cette école qui a beaucoup vieilli et qui a besoin d'être refaite complètement. Ensuite, la salle de ring-hockey, qui est à quelques dizaines de mètres derrière moi et qui, elle aussi, a beaucoup vieilli et qui a besoin d'être repensée, reconstruite. Nos priorités sur les budgets qui arrivent à La Roche-sur-Yon, eh bien, c'est le sport, l'éducation, les familles, en gros, la jeunesse, accompagner la jeunesse pour que vive La Roche-sur-Yon. Nous votons un budget de résistance qui sera travaillé avec la population. Nous renégocierons les délégations de services publics qui sont avec des grandes entreprises qui se font de l'argent sur le dos des communes et nous les remplacerons par des services publics locaux qui seront créés à cette fin et qui seront travaillés avec l'économie sociale et solidaire. Et enfin, pour retrouver aussi de l'argent, nous travaillerons avec les banques de façon à renégocier les prêts et travailler aussi avec la Banque des Territoires. Ma priorité, c'est de répondre justement aux classes populaires de La Roche-sur-Yon, qui sont d'ailleurs aux préoccupations des classes populaires de La Roche-sur-Yon, qui sont les mêmes qu'ailleurs d'ailleurs. C'est l'augmentation des salaires, des pensions et des retraites. C'est aussi l'accès aux soins et au logement. Pour ça, le budget municipal il sera insuffisant. Il faut s'en prendre aux grandes fortunes, aux 440, aux subventions adressées aux grandes entreprises. D'abord, c'est le désendettement, puisque La Roche-sur-Yon, c'est 170 millions d'endettement contre 140 millions au département de la Vendée. Or, nous, les 170 millions, c'est réparti sur 5% de la population vendéenne et le département sur 95%. Il va donc falloir se désendetter urgemment, finir les grands travaux, renégocier des contrats, peut-être ne pas renouveler tous les personnels qui partent en retraite. Ça, c'est l'audit qui nous le dira. Alors, on vient d'entendre les 5 candidats sur la question du budget et des finances. On va aborder maintenant un thème qui a été évoqué par l'un des Yonnais que vous avez rencontré et qu'on a vu il y a quelques instants dans l'extrait diffusé. C'est la santé. Effectivement, cette thématique est centrale pour les habitants et par extension pour les candidats. Selon les derniers chiffres de l'assurance maladie, plus de 6 000 patients de 17 ans ou plus n'ont pas de médecin traitant à La Roche-sur-Yon. Alors, ce qui fait presque consensus parmi les candidats, c'est la volonté de continuer à investir, à construire des maisons de santé ou des antennes des centres municipaux de santé. Le candidat à lutte ouvrière, Gilles Robin, par exemple, pense évidemment que c'est une bonne idée, mais il déplore le fait que la commune soit aux finances de ce genre de projet et non l'État.
Pour aller plus dans le détail, le médecin et conseiller d'opposition Romain Bossis développe une mesure qui le différencie des autres candidats. C'est sa proposition d'une mutuelle municipale accessible, sans condition d'âge et sans condition de revenus. Il veut aussi augmenter l'offre de soins de proximité en créant par exemple une maison de santé pluriprofessionnelle à la Vigne aux Roses. Un quartier qui revient également dans le programme de Luc Boire. Le maire sortant propose de concevoir un pôle médical pour les seniors et pour les personnes âgées. Il suggère également de mettre en place un guichet unique pour l'accès, pour aider les habitants à trouver un médecin ou bien à obtenir une téléconsultation. Anita Chariot propose, elle, de doubler les effectifs de médecins salariés par la ville. Et Freddy Roy évoque notamment l'idée d'un centre de soins de première urgence pour désengorger les urgences. Alors Louise, vous avez épluché, analysé les différents programmes des candidats et il y a un thème qui revient et ce n'est pas trop une surprise, c'est la sécurité. Effectivement, ce que j'ai remarqué, c'est que la sécurité revient en première position dans le programme de Luc Boire et de Freddy Roy. La liste pour La Roche de Romain Bossis le place en seconde position. Alors concrètement, Freddy Roy et Luc Boire veulent doubler les effectifs de la police municipale. Ils propose également d'installer des caméras, par exemple 300 selon Luc Boire. Romain Bossis parie, lui, sur l'augmentation aussi des effectifs, mais ce serait 10 policiers municipaux de proximité et 15 experts de la prévention. Plutôt que les chiffres, Anita Chariot propose une tolérance zéro en termes de violences sexistes, sexuelles ou homophobes. Elle envisage, après concertation, même de fermer des commerces qui vendent de l'alcool pour, je cite, retrouver une tranquillité publique. Gilles Robin, lui, m'a confié n'avoir pas senti une inquiétude particulière des habitants sur la sécurité, mais plutôt sur leur pouvoir d'achat. Un dernier chiffre, selon le bilan de la préfecture de la Vendée, le département est moins marqué par les phénomènes de délinquance que la moyenne nationale, avec un taux inférieur au niveau national pour 1000 habitants. Cela concerne l'atteinte aux biens, les violences aux personnes, les escroqueries et les infractions financières. Alors un autre chiffre qui provient de l'INSEE, qui a peut-être évolué depuis puisqu'il date de 2022, mais il est tout de même intéressant de noter qu'en 2022, 75,1% des trajets domicile-travail se faisaient en voiture à La Roche-sur-Yon. Alors justement, concernant les transports en commun, quelles sont les propositions des candidats ? Eh bien, j'ai remarqué des consensus, c'est l'idée d'augmenter la fréquence des bus, donc avoir plus de lignes régulièrement. Et globalement, les candidats souhaitent insister, démocratiser l'usage des deux roues en développant les pistes cyclables. La liste menée par Anita Chariot propose la gratuité totale des transports en commun dès septembre 2026. Romain Bossis lui propose aussi cette gratuité, mais seulement pour la tranche des 18-25 ans. Luc Boire, lui, veut poursuivre la décarbonation complète de la flotte. Et Freddy Roy propose une navette de nuit sécurisée. Cette dernière circulerait les jeudis, les vendredis et les samedis soirs jusqu'à 4 heures du matin. Alors pour terminer avec La Roche-sur-Yon, Louise, vous avez souhaité sortir de tous ces grands thèmes pour vous concentrer sur un exemple concret de quartier lyonnais. Effectivement, ce qui est bien revenu dans mes échanges avec les candidats, c'est le quartier de la Liberté. Ce dernier a été touché par un incendie le 22 juillet 2025. On en avait parlé sur notre antenne. Et bien depuis, vous pouvez le voir sur ces images, l'immeuble est condamné. La Liberté, donc ce quartier est présenté presque à l'unanimité par les candidats comme l'un des projets urbains majeurs des prochaines années avec une rénovation globale. Et effectivement, cette liste de thématiques qu'on a abordées n'est évidemment pas exhaustive. Je vous encourage, vous, à mener un travail d'enquête et à comparer les différents programmes. Oui, avec l'éducation, sport, environnement, évidemment, on ne peut pas parler de tous les thèmes abordés dans la campagne électorale de ces municipales dans cette émission. Allez, on va quitter la ville de La Roche-sur-Yon, évidemment qui prend beaucoup de place dans ces élections, mais on va s'intéresser aux 12 communes de l'agglomération lyonnaise. Dans la plupart de ces communes, une ou deux listes se présentent. C'est le cas notamment à Dompierre-sur-Yon, à La Ferrière ou encore à Mouilleron-le-Captif. Mais il y a une commune qui a attiré votre attention, Louise, c'est Rive-de-Lyon. En effet, Aurélien,
Tout d'abord, il faut savoir que Rive-de-Lyon a été créée en 2016 suite à la fusion entre les communes de Chailly-sous-les-Ormeaux et de Saint-Florent-des-Bois. Alors pourquoi cette zone a-t-elle retenu notre attention ? Eh bien, Rive-de-Lyon compte 4500 habitants, mais 4 listes pour ces élections municipales 2026. À titre de comparaison, en 2020, il y avait seulement 2 listes. Alors, le maire sortant, Christophe Hermouet, briguera un second mandat. Ce dernier a déposé 100 candidatures relativement au dernier moment. Il a attendu la fermeture du dépôt des listes municipales. Donc, c'était autour du 26 février dernier. Face à lui, ce maire sortant, on retrouve l'ex-premier adjoint et actuel conseiller de l'opposition, Olivier Barbe. La seule femme tête de liste pour cette commune, c'est Graziella Albert, qui est adjointe sortante. Et enfin, il y a le Florentais Clément Plot. Il a été d'ailleurs le premier à annoncer sa candidature, c'était de mémoire en septembre dernier. Et pour un dernier clin d'œil, j'ai choisi la chaise Le Vicomte, puisque le maire Yannick David, maire en place depuis, tenez-vous bien, 2008, ne se représente pas. Et donc, il y a pour ce scrutin 2 listes qui prétendent prendre ce fauteuil qui sera vide. Alors, en conclusion, vous savez à peu près presque tout sur les thématiques. J'espère que ces informations pourront vous aider à mieux cerner les enjeux de cette zone. Merci beaucoup, Louise Viager. Nous vous avons donc présenté quelques-uns des principaux enjeux de ces élections municipales dans les 5 territoires vendéens que nous avons découpés. Pour terminer cette émission, un petit rappel du calendrier avec les dates importantes autour de ces élections. La campagne a démarré depuis le 2 mars. Le 14 mars à minuit, ce sera la clôture de la campagne électorale avec le début de l'interdiction de propagande électorale. Premier tour du scrutin le 15 mars, ça on l'a dit et redit. Le 16 mars, ce sera l'ouverture de la campagne pour le second tour. Le 17 mars à 18h, ce sera la limite pour les dépôts de candidatures pour le second tour. La campagne électorale du second tour qui sera clôturée le 21 mars à minuit. Et puis enfin, le 22 mars, ce sera le deuxième tour du scrutin des élections municipales à suivre, bien évidemment sur l'antenne de TV Vendée avec 2 soirées spéciales qui vous seront proposées en partenariat avec RCF Vendée. Les journalistes qui se sont succédés sur ce plateau ce soir seront sur le terrain pour notamment recueillir différentes réactions après les annonces de résultats. Sur notre site internet tvvendée.fr, vous pouvez retrouver cette émission, mais aussi nos reportages ou encore les interviews de candidats, mais aussi le programme Explique-moi ma mairie pour tout savoir sur le déroulement de ces élections et le fonctionnement d'un conseil municipal. Cette émission Enjeux majeurs touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à bientôt sur TV Vendée.